CQP, c'est le certificat de qualification professionnelle. Quand on parle de formation par alternance, c'est une formation qui se fait à au moins 2 endroits. Une partie de la formation se fait dans un centre de formation et la seconde partie se fait en entreprise. Vous recevrez ce jour un premier lot d'équipement d'une valeur totale de 80 millions de francs CFA. Il s'agit de 3 lycées techniques agricoles, 4 lycées techniques professionnels, dont un privé, et un centre de formation professionnelle d'apprentissage. Le nombre de jeunes s'engageant dans l'apprentissage traditionnel diminue chaque année en raison des dispositifs d'accès à la formation peu attrayants. Le gouvernement béninois, sous le leadership éclairé du président Patrice Talon, a pris l'audacieuse mesure de réformer la formation technique et professionnelle en vue du renforcement du capital humain. Je commence par remercier le chef de l'État. Par le passé, dans notre pays, nous formons les gens et les extras ne sont capables de rien. Ils sont encore à la charge des parents, licence, maîtrise, même doctorat. La vision du gouvernement de produire des extras automatiquement employables est une bonne chose. Pour nous, le défi est celui de choisir les politiques agricoles qui mettent le processus de transformation de cette agriculture parmi les priorités continentales pour l'éradication de la pauvreté et de la faim. La dynamisation du commerce intra-africain avec la zone de libre-échange continentale africaine, la promotion des investissements, l'industrialisation rapide et la mise en place de corridors industriels transfrontaliers et transnationaux pour la production alimentaire et le libre-échange des produits agricoles. Je souhaiterais que l'Union des agronomes africains en fasse son affaire et aide nos États ainsi que les populations africaines à assurer la diffusion et la vulgarisation de toutes les recommandations de l'Union africaine en matière agricole et de la CEDEAO. Je m'engage à les aider à déceler les sources de financement pour couvrir ces activités. Le choix du thème de la conférence de ce matin s'inscrit parfaitement dans la politique régionale agricole ECOWAP. La représentation de la CEDEAO au Bénin n'a donc pas hésité à répondre favorablement à votre invitation ou à votre sollicitation. Et elle se tient également disponible dans les jours à venir à continuer à discuter avec vous pour voir une meilleure façon de vous accompagner dans le sens de votre objectif. Les problèmes de formation, tous nos pays en Afrique ne sont pas au même niveau, ça il faut le reconnaître. Certains sont plus avancés, où la formation, le dosage qualité-pratique est plus équilibré et met en confiance celui qui sort de sa formation, qui peut maintenant oser rapidement entreprendre. Ce n'est pas ça dans tous les pays, au point où beaucoup de nos formations sont qualifiées de théoriques. Certains parlent d'agronomes littéraires, ou je ne sais pas, vous connaissez tous ces mots-là. Il y a un défi à ce niveau que nous devons faire. Parce que la politique publique, c'est des gens qui vont mettre ça en œuvre. Il y a la question de la crise russo-ukrainienne qui met tous nos pays à genoux aujourd'hui. Il y a plus de problèmes à DV qu'ailleurs. Il y en a à Lalo, je sais. Mais il y en a de niveau un peu élevé à DV. DV est une terre fertile, une terre qui est propice pour l'agriculture, mais c'est une terre qui est aussi propice pour l'élevage parce qu'il y a l'herbe fraîche en permanence. Mais est-ce que pour cela, parce qu'il y a l'herbe fraîche en permanence, on doit permettre que les éleveurs et les agriculteurs s'entretuent? La réponse est non. On ne doit pas insulter un CV parce qu'il veut dire la vérité. Parce qu'il veut simplement que vous appliquiez les tests, vous vous mettez à l'insulter, ce n'est pas permis par les lois. On ne peut même pas insulter un policier, encore moins le commissaire. On ne peut pas insulter le maire. Ce n'est pas vous-même qui avez choisi le CA. Vous-même qui avez choisi le CV, non? Oui. Le délégué, non? Oui. Vous-même qui avez choisi le maire, non? On ne peut pas choisir une autorité et se mettre encore à l'insulter. Si vous avez des réclamations à faire, vous devez vous rapprocher des autorités pour les faire. Après 20 ans de pratique, notre approche de la décentralisation a certes enregistré des acquis notables,
mais aussi elle a montré ses limites sur certains aspects qui, à l'issue d'un diagnostic, a révélé de façon spécifique des déficiences qui pourraient compromettre l'atteinte de l'objectif du chef de l'État, qui est de faire de nos collectivités territoriales décentralisées des espaces de vie agréables pour tous. Au nombre de ces déficiences, on a noté l'inadéquation de la qualité des ressources humaines avec les défis de développement à la base, une administration communale trop politisée aux dépens des réalités techniques, l'inefficacité de la commande publique, puis enfin la faible capacité des communes à mobiliser les ressources conséquentes pour financer les politiques publiques locales. Il fallait donc réformer pour saisir les opportunités qu'offre cet environnement évolutif et ondoyant qu'est celui du secteur de la décentralisation. Cette réforme nous a ainsi conduit à revisiter nos textes de loi et à l'occasion les intégrer dans une loi de référence unique qui est le Code de l'administration territoriale en République du Bénin. Désormais, on a 3 organes politiques, le maire qui est un organe politique, on a le conseil de supervision qui est un organe politique, et on a le conseil communal qui est un organe politique, donc le conseil, le principal organe délibérant de la commune. À côté de ces organes politiques-là, nous avons l'organe technique qui est le secrétariat exécutif de la commune, donc qui regroupe les cadres, donc la gestion, l'administration de la commune, qui s'entend de la gestion des ressources financières, matérielles et humaines, relève désormais de la fonction technique, et le politique se résigne dans le rôle d'orientation, de supervision de la mise en œuvre des orientations. Nous avons des maires qui ont adhéré depuis le début à cette réforme, à travers plusieurs échanges que nous avons eus avec eux, mais également à l'avènement des secrétaires exécutifs, que ce soit à l'installation des secrétaires exécutifs et dans d'autres projets que nous avons institués, nous avons dit que le politique ne peut rien sans le technicien et que le technicien a besoin des orientations du politique. Cela veut dire quoi? Que ce sont des acteurs complémentaires qui doivent se donner la main pour atteindre l'objectif. Si un maire pense qu'on lui a arraché la fonction de l'exécutif communal et que juste par rapport à ça, il doit se laisser, il doit retenir que c'est lui qui est l'élu de la communauté, que c'est les résultats, c'est lui qui va en répondre, parce que ça n'a pas changé. Si un technicien pense que désormais, puisqu'il est celui qui est l'organe exécutif de la mairie, eh bien il doit se foutre de maire, il doit comprendre que pour mobiliser les ressources au niveau de sa localité, il a besoin de l'appui de ces politiques, parce que ce sont ces politiques qui connaissent les coins et les recoins, qui connaissent les populations, qui connaissent leur mentalité et qui sont les mêmes à pouvoir déconstruire cette mentalité afin de les amener à apporter des ressources. Cela veut dire que tous ces acteurs sont obligés de se donner la main. Et je pense qu'ici, dans le département de Mono, les efforts se font au quotidien. Nous n'avons pas encore reçu une seule plainte relative aux difficultés de collaboration entre secrétaires exécutifs et maires. Et nous pensons, avec le mécanisme d'anticipation, qui fait que de façon quotidienne, nous sommes en discussion avec les maires, les secrétaires exécutifs, le SE est en contact avec eux pour que les problèmes qui sont générateurs ou d'éventuels générateurs de crise puissent être tout de suite résolvés et pour que les choses avancent. Je pense qu'avec ce dispositif à notre niveau, il n'y a pas lieu de craindre une collaboration. Tous les maires adhèrent, tous les SE sont en très bonne intelligence avec le maire, mais chacun reste dans son couloir pour qu'il n'y ait pas de relations susceptibles d'hypothéquer cette réforme. La décision de Macky Sall de ne pas briguer un 3e mandat en février 2024 était à la une des journaux mardi dans son pays. Les habitants de Dakar n'ont pas aussi fait l'économie de leur réaction. Ils sont nombreux à avoir salué une décision sage prise par leur président. Hier, comme tous les Sénégalais, on a pu suivre le président de la République. Bon, le président est sorti grand. Bon, comme vous avez noté ces derniers-ci, le Sénégal a traversé des moments très difficiles. Et pour sortir du pays de cette situation difficile, le président a pris une mesure sage pour sortir le Sénégal comme il l'a toujours fait. Sorti par la grande porte, grandeur d'esprit et autres, la presse non plus n'a pas fait dans la dentelle. Elle a même composté le billet du président sortant pour le panthéon des grands hommes du monde, preuve que le pays redoutait un passage en force.
Non, c'est sûr qu'en fait, on peut s'attendre à des violences. Parce que la jeunesse sénégalaise est devenue aujourd'hui une jeunesse qui est très éveillée, qui est exigeante et qui exige normalement aujourd'hui sa part dans la participation démocratique dans ce pays. Ce discours a été un discours qui a véritablement soulagé, mais en vérité, nous devons tous nous reconcentrer pour voir comment arriver à faire avancer le Sénégal au niveau des strates de la démocratie contemporaine. C'est un Sénégal soulagé donc qui s'est réveillé mardi matin avec en toile de fond la fin de l'appréhension de la contamination au virus du troisième mandat. Une jurisprudence que le pays semble avoir déjà gravée dans le marbre. Il a réglé la situation, Macky Sall. Maintenant, un président qui va venir, il saura très bien qu'il peut faire que 2 mandats et partir. Par exemple, si c'était le contraire, si Macky Sall faisait le contraire, un autre président va venir dire que changer la constitution, faire n'importe quoi pour rester là. Mais maintenant c'est fini maintenant. Cette problème de situation, de mandat maintenant c'est réglé. Définitivement il a réglé. Si la question du troisième mandat est réglée, reste au pays de gagner la bataille de l'organisation d'une élection libre, transparente, inclusive et crédible dans 7 mois. La violence. Le président Macky Sall a surpris plus d'un en décidant de ne pas briguer un 3e mandat. Une décision accueillie comme un grand soulagement par beaucoup de Dakarois, tant la tension était pesante avant son discours à la nation lundi. Je suis tellement content que j'en perds les mots parce que tous les Sénégalais l'attendaient là. Il a fait quelque chose qui restera jamais gravé dans nos esprits. Ça fait plaisir et c'est un exemple que donne encore le Sénégal. C'est de la joie parce qu'il y a eu beaucoup de tensions ici au Sénégal par rapport à ça. Et je pense que cette décision, c'est une décision sage qui va permettre de ramener encore la paix dans ce pays. Et donc voilà, je suis contente qu'il ne fasse pas un 3e mandat. En déclarant qu'il ne participera pas à la présidentielle de février 2024, le président Macky Sall met ainsi fin à un stressant suspense et des mois de supputation. Selon cet analyste politique, cette décision était pourtant prévisible. Macky Sall, comme il a dit hier, ne pouvait pas faire moins que ses prédécesseurs. Ce qu'on attendait de lui, c'est qu'il donne beaucoup plus d'envergure à notre démocratie. Il ne pouvait pas se permettre quand même de faire moins que ce qui s'est passé. Le Sénégal est en droite ligne de tout ce que les pays africains, certains pays africains ont commencé. Au Niger, ça se passe comme ça. Au Ghana, dans certains pays anglophones, il n'y a pas de problème. L'alternance se passe de manière régulière. Les titres de la presse sénégalaise de ce matin, au lendemain de la décision du président Macky Sall de ne pas briguer un 3e mandat, sont assez révélateurs du soulagement des Sénégalais, à l'image de l'As Quotidien, qui titre Macky au panthéon des grands du monde pour saluer la grandeur du président de ne pas répondre à l'appel de ses partisans. Un autre quotidien très critique à l'égard du pouvoir, c'est La Tribune, qui appartient à un opposant à Macky Sall, qui titre Macky Sall sur la voie des grands hommes, c'est dire, et puis Walfadjri, dont le signal de la télévision a été récemment coupé, qui dit Macky Sall Yewina Askan Wi, ce qui signifie en Wolof Macky Sall libère enfin le peuple. Et oui, c'est une sorte de libération pour la plupart des Sénégalais qui craignaient des tensions si jamais Macky Sall avait déclaré sa candidature à un 3e mandat. Reste maintenant l'épineuse question de la candidature de l'opposant Ousmane Sonko. Je suis Wahani Johnson Sambou, correspondant au Sénégal pour Africa News. Exécutions, tortures et viols. À l'ouest du Cameroun, les civils seraient régulièrement victimes d'atrocités selon un nouveau rapport d'Amnesty International. Des violences commises par les forces de l'ordre, mais aussi par les séparatistes armés en conflit dans cette région majoritairement anglophone. L'ONU et les ONG dénoncent régulièrement des crimes commis depuis plus de 6 ans par les 2 camps dans les régions administratives du nord-ouest et du sud-ouest, peuplées principalement par la minorité anglophone camerounaise. Fin 2016, le gouvernement de Paul Biya avait commencé à réprimer violemment des manifestations pacifiques d'anglophones s'estimant marginalisés. Par la suite, de nombreux groupes armés séparatistes avaient proclamé en 2017 l'indépendance d'une région qu'ils appellent l'Ambazonie. Depuis, l'armée est présente dans la région. Ce conflit a fait plus de 6000 morts et forcé plus d'1 million de personnes à se déplacer, selon le centre de réflexion International Crisis Group, un bilan qui n'a pas été actualisé depuis 3 ans.
Réaction mitigée au Burundi après la mise en circulation de nouvelles coupures de 5 000 et 10 000 francs locaux en juin. Beaucoup se demandaient à la veille de la date limite du retour des anciennes coupures comment les échanger sans compte en banque. Les taux d'inclusion bancaire et de bancarisation sont faibles dans le pays. Quand vous n'avez pas de compte en banque, vos anciens billets ne sont pas remplacés. Ils nous obligent à ouvrir des comptes bancaires alors que l'on n'a pas les moyens de les alimenter. J'ai l'équivalent de 58 $ sur moi. Je voulais aller faire le plein à Gatumba, mais j'ai cru comprendre qu'ils refusent d'être payés avec les anciens billets là-bas. Je me demande maintenant comment déposer l'argent que j'ai sur le compte de mon patron. Je vais être forcé à rester à Bujumbura alors que j'habite à l'intérieur du pays. Pour justifier la mesure, la Banque centrale a notamment invoqué l'augmentation de la circulation fiduciaire dans le circuit informel et son impact sur les institutions financières. Ces plus grosses coupures de francs burundais valent respectivement 1,77 $ et 3,54 $. Pour le moment, si on ne prend pas d'autres mesures d'accompagnement, c'est une mesure normale de remplacement des billets. Je ne vois pas comment on dit qu'elle booste la croissance et l'économie de l'État. Mais c'est le début pour que le gouvernement puisse commencer des réformes, une sensibilisation nécessaire pour casser vraiment ce conservatisme culturel, ces pratiques qui même par ailleurs sont même, ces pratiques même chez les hauts cadres de l'État. Le remplacement des coupures de 5 000 et 10 000 francs burundais est censé aider à la lutte contre le blanchiment d'argent et la thésaurisation. La couleur est le principal changement qui distingue les anciens billets des nouveaux. Je vais très bien, je suis en forme et solide, a déclaré le roi des Zoulous d'Eswatini où il se trouve pour des examens médicaux. Miss Zulu Zulu a balayé lundi les rumeurs sur son état de santé. Dans un communiqué diffusé dans la nuit de samedi à dimanche, en effet, le Premier ministre traditionnel Zoulou, Mangosuthu Buthelezi, avait affirmé avoir été informé que le souverain de 48 ans avait été hospitalisé après être tombé malade. Pour son porte-parole, le roi a subi des examens en Eswatini après la mort subite d'un de ses proches conseillers qui lui a fait craindre des risques d'empoisonnement et qu'il était en parfaite santé, ajoutant dans la foulée que le souverain était à la tâche toute la journée de lundi, bien qu'étant à l'étranger. Le roi Missu Zulu Zulu exerce une autorité morale sur les 11 millions de Zoulous que compte son pays. Des Tunisiens ont rendu un dernier hommage à l'homme poignardé lors d'une bagarre entre des habitants et des migrants. L'incident fatal qui a eu lieu à Sfax lundi en fin de journée a ravivé les tensions dans cette ville côtière devenue le deuxième point de départ pour de nombreuses personnes originaires d'Afrique subsaharienne désireuses d'atteindre l'Italie. Des jeunes Tunisiens présents aux funérailles de la victime ont appelé à la vengeance. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile. Il y a un grand nombre d'immigrés clandestins et cela s'ajoute aux problèmes qui existent déjà en Tunisie. La nouvelle de la mort de l'homme âgé d'une quarantaine d'années s'est rapidement répandue après qu'une vidéo montrant le corps de la victime gisant dans son sang dans la rue ait été publiée sur les réseaux sociaux. Les réactions à cette vidéo, dont certaines avaient des connotations racistes, comprenaient des appels à l'expulsion des migrants africains de Sfax. 3 migrants originaires du Cameroun ont été arrêtés en tant que suspects. Pas de date officielle pour la fin des coupures de courant en Afrique du Sud, mais le ministre de l'Électricité s'est voulu optimiste dimanche. Lors d'un point presse, Kosientso Ramaphosa a promis aux 60 millions de Sud-Africains que le pays se rapprochait d'une journée sans coupure d'électricité. Le membre du gouvernement s'est étendu sur la mise en œuvre du plan d'action énergétique. Ramaphosa a annoncé que l'étape 8, le niveau maximum des coupures qui prévoit jusqu'à 12 heures dans le noir, avait été évité par la compagnie publique d'électricité. Les coupures se sont atténuées au cours des dernières semaines,
mais pèsent encore sur les ménages et la croissance économique. Le pays doit d'ailleurs traverser les mois les plus mordants de l'hiver austral, soit juillet et août. Au-delà de la production d'électricité, le ministre a estimé que la transmission était le défi majeur auquel le réseau électrique sud-africain devait faire face pour mieux répondre à la demande. Le maréchal Khalifa Haftar a appelé lundi à Benghazi à une répartition équitable des recettes pétrolières en Libye. La haute commission appelée à se pencher sur le sujet n'est toujours pas opérationnelle. L'homme fort de l'Est a annoncé un délai jusqu'à fin août pour que cette commission complète sa mission. Principale source de revenus du pays, le pétrole est aussi la pomme de discorde majeure des deux gouvernements rivaux, celui de Tripoli et de l'Est, qui se disputent le pouvoir en Libye. Les recettes de l'or noir sont gérées par la Compagnie nationale de pétrole et la Banque centrale, basée à Tripoli, où siège l'exécutif reconnu par l'ONU. Le 24 juin, le chef du gouvernement parallèle installé dans l'Est avait menacé de bloquer les exportations d'hydrocarbures, exigeant une saisie des revenus pétroliers gérés par ses rivaux. Le 28 juin, Salwam Momika, irakien de 37 ans, mettait le feu à plusieurs pages du Coran à Stockholm en Suède. L'acte avait suscité des réactions dans plusieurs pays musulmans dont le Maroc. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU se penchera sur la question. L'annonce a été faite mardi. Suite à une demande reçue du Pakistan, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies tiendra un débat d'urgence pour discuter de l'augmentation alarmante des actes prémédités et publics de haine religieuse, comme le montre la profanation actuelle du Saint-Coran dans certains pays d'Europe et ailleurs. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, basé à Genève, qui s'est réuni en session jusqu'au 14 juillet, modifiera son ordre du jour pour organiser ce débat d'urgence. De son côté, l'Organisation de coopération islamique a appelé à des mesures collectives pour éviter que des exemplaires du Coran ne soient à nouveau brûlés.